Bienvenue à Wikipodcast. Aujourd'hui, on a une date un peu spéciale, le 21 juillet. C'est l'anniversaire de la naissance d'Ernest Hemingway en 1899. Alors, on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour explorer un peu sa vie, son œuvre. C'est quand même un géant de la littérature américaine. On va essayer de comprendre ce qu'a fait de lui cette figure si marquante, en se basant sur ce qu'on sait de sa biographie. Absolument, et c'est une vie foisonnante, tissée d'aventures, de guerres, d'écriture, bien sûr, mais aussi de failles, de relations humaines assez complexes. Tout l'enjeu, je crois, c'est de distinguer un peu l'homme derrière l'image publique, image qu'il a d'ailleurs beaucoup cultivée lui-même. C'est vrai. Alors, il naît à Oak Park, dans l'Illinois, un milieu plutôt conservateur, qu'il fuit assez vite finalement. Et ses débuts comme journaliste au Kansas City Star, ça semble déjà un peu forger son style, non? Très direct, factuel. Exactement. Cette expérience de jeunesse, elle est vraiment cruciale pour comprendre son écriture plus tard. Mais le grand tournant, le vrai choc, c'est la Première Guerre mondiale. Il s'engage comme ambulancier volontaire sur le front italien, et là, il est gravement blessé en 1918. Ah oui, près de Fossalta di Piave. C'est ça. Et cet événement traumatique, mais aussi sa rencontre avec l'infirmière Agnès von Kurowski pendant sa convalescence, tout ça va infuser directement dans l'adieu aux armes. C'est fondamental. Et donc, après la guerre, retour aux États-Unis, puis c'est Paris. Il épouse Adlai Richardson et il plonge vraiment dans l'effervescence des années folles, les années 20. C'est là qu'il côtoie cette fameuse génération perdue, ces artistes un peu marqués par la désillusion d'après-guerre. F. Scott Fitzgerald, par exemple. Tout à fait. Il les rencontre au Dingo Bar, notamment. Et cette période parisienne, elle est absolument fondatrice pour lui comme écrivain. Il y a l'influence de Gertrude Stein qui le pousse vers la concision. Les échanges avec Ezra Pound, James Joyce, tout ça nourrit son travail. Et c'est là que sort son premier roman marquant, Le soleil se lève aussi, en 1926. Oui, qui capture parfaitement cette atmosphère de désenchantement. C'est vraiment là que son style s'affirme. Des phrases courtes, un refus de l'ornement, l'usage de la litote, cette façon de dire moins pour suggérer plus. Il cherche ce qu'il appelait écrire une seule phrase vraie. C'est une vraie rupture stylistique, très influencée aussi par la peinture, par Cézanne, disait-il. Intéressant. Après Paris, il divorce, épouse Pauline Pfeiffer. Et son engagement devient plus politique aussi, non? Avec la guerre civile espagnole? Oui, ça le marque énormément. Il couvre le conflit pour la presse, clairement aux côtés des Républicains. Et cette expérience intense, elle va donner naissance à Pour qui sonne le glas en 1940, un autre de ses très grands romans. Et c'est aussi là-bas qu'il rencontre Martha Gellhorn. Exactement. Elle-même correspondante de guerre très réputée, elle deviendra sa troisième épouse, une relation passionnée mais aussi assez conflictuelle. En partie à cause de leurs carrières respectives, il supportait mal ses absences par exemple. Ensuite, il s'installe entre Key West en Floride et puis Cuba à la Finca Vigia. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Il est de nouveau correspondant. Il participe même, un peu à sa manière, un peu bravage, disons, à la libération de Paris. Après un autre divorce, il épouse Mary Welch. Et les années 50, là, ça semble être la consécration ultime, avec Le vieil homme et la mer en 1952. Ah oui, là c'est un immense succès. Populaire, critique, ce récit très épuré, l'histoire de ce vieux pêcheur cubain, ça lui vaut le Pulitzer en 1953 et surtout le prix Nobel de littérature en 1954. L'apogée. On pourrait le croire, mais la même année, en 1954, coup sur coup, 2 accidents d'avion en Afrique. Très graves. Ça le laisse très, très affaibli, physiquement et psychologiquement aussi. Et là, c'est un peu le début d'une spirale descendante, malheureusement. Oui, la fin de sa vie est effectivement très sombre. On parle de multiples problèmes de santé, c'est ça, hein? C'est ça, une accumulation terrible. Hypertension, diabète, probable cirrhose du foie, une hémochromatose aussi. C'est une maladie génétique du métabolisme du fer qui peut avoir des effets neurologiques. Et puis, il y a le mental. Une dépression sévère, un trouble bipolaire qui est diagnostiqué, une anxiété, une paranoïa croissante, peut-être aussi alimentée par la surveillance du FBI dont il pensait, à juste titre semble-t-il, faire l'objet. Et les traitements de l'époque. Les électrochocs à la clinique Mayo. Oui, qui n'ont fait qu'aggraver son état, notamment sa mémoire. C'est très triste. Et ça mène à l'issue tragique, ce suicide, le 2 juillet 1961, dans sa maison de Ketchum, dans l'Idaho. Oui. Il faut rappeler aussi qu'il y avait une histoire familiale de suicide. Son père s'était suicidé, d'autres membres de la famille aussi. C'est une ombre qui planait. C'est vrai. Bon, avant de conclure sur cette note un peu sombre, il y a quand même cette anecdote plus légère, assez connue.
des chats à 6 doigts à un nom. Ah oui, les fameux chats polydactyles d'Hemingway. Il en avait reçu un d'un capitaine de bateau et il les adorait. Il en avait plein dans sa maison de Key West et leurs descendants y vivent toujours aujourd'hui. C'est devenu une des attractions de la maison musée. C'est un petit détail, mais ça montre une autre facette de l'homme, peut-être plus tendre. Voilà, donc si on essaie de résumer, un écrivain majeur, dont le style a vraiment marqué le XXe siècle, un aventurier qui a vécu 1000 vies, correspondant de guerre, mais aussi un homme pétri de contradictions, de blessures profondes, et qui a lutté toute sa vie contre ses propres démons. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour finir. Cette image qu'Hemingway a tant construite, celle du mâle viril, de l'homme d'action, du chasseur, du pêcheur, ce papa Hemingway quasi mythique, jusqu'à quel point c'était une sorte d'armure pour masquer une sensibilité, des fragilités qu'on devine dans sa vie et dans son œuvre? Ou bien est-ce que ces deux facettes étaient en fait totalement indissociables pour comprendre l'homme et l'écrivain complexe qu'il était? C'est une excellente question pour continuer à lire et à réfléchir sur Hemingway. Exactement. Son héritage continue de fasciner en tout cas.